Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver encore ce samedi pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Rentrée scolaire, un véritable casse-tête. Comment gérer? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion ce samedi. Et je vais sans plus tarder vous présenter les panélistes qui vont m'accompagner tout au long de ce débat. Je vais commencer par Emmanuel Ngouaba, qui est enseignant et analyste de l'éducation. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi et bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Voilà. Ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder. On pense à ceux qui nous regardent du côté de la France, de la Belgique et même en Afrique, du Congo, du Tchad, du Gabon. Enfin, un coucou à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder ce samedi. Maître Bondier, bon après-midi. Ah, vous faites bien de le dire. Vous-même, bonne rentrée professionnelle. Merci. C'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi votre rentrée professionnelle. Non, en fait, c'était la semaine dernière. Tout à fait. Ouais, c'était la semaine dernière, ma rentrée professionnelle. Tout à fait. Bon, je crois que ce plat nous a manqué. Oui. De résistance tous les samedis. Et je serai très fier de le consommer aujourd'hui avec vous et surtout avec mon ami qui est en face de moi. Emmanuel Ngouaba. Tout à fait. Oui. Et je ne risquerai pas de dire que vos nombreux téléspectateurs ont pris aussi les congés. Non, ils sont toujours là, puisque l'émission n'a pas pris. Toujours fidèle au rendez-vous. Voilà, l'émission a continué. Je crois qu'ils sont là et je les salue tous. Voilà. On a M. Somo, notre consultant, qui va nous retrouver dans quelques instants. Il a un petit retard ce samedi, mais il sera bien évidemment présent sur ce plateau. Alors, on ne va pas l'attendre, Emmanuel Ngouaba. Maître Bondier, on va entrer de plein pied dans notre débat. Alors, au mois de mai, juin, juillet, quand l'année scolaire se termine, les parents sont déjà avertis de la prochaine rentrée scolaire. Par conséquent, ils savent, ils ont tout le temps, je dirais, ils ont tout le temps de se préparer, mais on a toujours comme l'impression qu'ils sont surpris à la dernière minute. Alors, qu'est-ce qui cause problème à votre avis? Oui, avant d'entrer dans les différents cas de figure, il faut d'abord qu'on cerne un peu la notion même de rentrée scolaire. Cette notion, en commençant par dire d'abord ce que c'est que la rentrée. Oui, peut-être qu'on aurait dû commencer par là, effectivement, mais bon, en même temps, on se dit que tout le monde sait ce que c'est que la rentrée scolaire. Bon, on parle de rentrée scolaire. Nous ne parlons toujours pas pour nous-mêmes, mais pour la gouverne de vos téléspectateurs. Allez-y, maître nombreux ne savent pas toujours le concept de cette notion. D'accord. Je voudrais tout simplement dire, lorsqu'on parle de rentrée scolaire, on est dans la rentrée. La rentrée, dans son étymologie, veut tout simplement dire la reprise d'activité. Il peut y avoir une rentrée scolaire, il peut y avoir une rentrée universitaire, il y a même la rentrée solennelle judiciaire, il y a la rentrée judiciaire. Donc, il peut même avoir quelqu'un qui est malade, par exemple, un footballeur qui peut-être a eu un choc de genou ou qui s'est fait soigner et qui reprend, on parlera de la rentrée de tel footballeur au sein du match. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, certaines activités sont en arrêt et après une certaine période, soit de vacances, soit de congés, soit de reprise de sa santé, on recommence l'activité. Et les débuts, à ce moment-là, il y a beaucoup de concepts. Et lorsqu'on prend le concept des rentrées scolaires, effectivement, on entre dans un jeu qui concerne tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, vous allez voir même ceux qui n'ont pas d'enfants, vous dire que c'est la rentrée scolaire. Ça commence par là. Et donc, vous comprenez que la rentrée scolaire englobe un certain nombre d'éléments et de paramètres qu'on ne peut pas résorber au moment de la rentrée scolaire. Moi, je dis, lorsqu'une année se termine, c'est là où on prépare l'ancienne. Et on ne prépare pas la nouvelle. On prépare la prochaine, je veux dire. On ne peut pas préparer l'année à la veille. On ne peut pas. La rentrée se prépare à la fin de l'autre série. Et donc, à ce niveau-là, je crois qu'on reviendra sur tous les acteurs qui sont concernés. Et moi, je voudrais bien dire que les acteurs qui sont concernés sont tous les acteurs sociaux. Que ce soit l'État, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, et même tout citoyen ordinaire, parce que le mode de vie va changer pour tout le monde. Il y aura des embouteillages, il y aura des gens qui vont arriver en retard, tout simplement parce que la rentrée scolaire a repris. Sur le plan économique, beaucoup de choses vont changer. Il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent avec cette rentrée. Il y a d'autres qui en ont perdu tout simplement parce que les enfants étaient en vacances. Donc, c'est toute la société globale qui a un intérêt à ce que les problèmes de la rentrée scolaire soient débattus et même les solutions proposées. Emmanuel Ngouaba, votre avis sur la même question? Qu'est-ce qui explique le fait que les parents sont souvent surpris, sont souvent bousculés au mois d'août, on va dire, même début du mois de septembre, par le phénomène rentrée scolaire? À tout ce que Maître a dit, je vais juste ajouter des éléments historiques pour dire qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, le phénomène d'impréparation ou encore d'improvisation s'observe
vraiment de façon réelle au niveau des familles. Parce qu'il faut bien situer les choses. Par le passé, il n'y avait pas les mêmes inquiétudes. Oui. C'est-à-dire que depuis que le Cameroun est entré dans une situation difficile sur le plan économique, les gens sont vraiment stressés. Et ça fait que entre les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de famille et tout, les parents sont complètement bouleversés au Cameroun. Et ça arrive aussi dans d'autres pays, mais pour le moment, nous parlons du Cameroun. Oui. Et ça fait donc qu'il n'est pas toujours facile pour les parents de commencer à préparer cette rentrée en juillet, parce qu'il y a d'autres urgences. En fait, finalement, le Camerounais moyen, parce que nous parlons du Camerounais moyen, nous ne parlons pas du directeur général, nous ne parlons pas ici du commissaire, nous ne parlons pas du ministre, nous parlons du Camerounais moyen. Le Camerounais moyen vit désormais en situation d'urgence. Oui. Parce qu'il a des problèmes de santé qu'il n'arrive pas à résoudre, il a des problèmes au quotidien, il a des problèmes vraiment basiques qu'il n'arrive pas à résoudre. Si, pour vos téléspectateurs, parce que comme Maître disait, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, il est bon qu'on apporte des éléments techniques scientifiques qui aident les téléspectateurs à comprendre et les gens qui prennent les décisions, les autorités, ou encore, disons les autorités, le gouvernement, à prendre également de bonnes décisions. Donc, ce n'est pas seulement les téléspectateurs, il y a aussi ceux qui prennent les décisions. Il y a eu, quand je regarde un peu, 3 contextes dans lesquels l'école s'est déroulée au Cameroun, où les rentrées se déroulent. On a une première étape avant l'indépendance et après l'indépendance jusqu'aux années 70. Là, les parents de cette époque-là, cette première génération de parents, n'avaient rien du tout à faire. Le seul devoir d'un parent à cette époque, jusqu'aux années 70, avant l'indépendance jusqu'aux années 70, c'était envoyer l'enfant à l'école. Terminé. Tout le reste était pris en charge par l'État du Cameroun. C'est-à-dire que à l'école, les enfants avaient les bourses, les enfants avaient des livres, les enfants avaient pratiquement tout. Les parents devaient seulement envoyer l'enfant à l'école. On a eu donc cette deuxième génération, deuxième contexte, à partir des années 70 jusqu'aux années 87-88, période de la crise, et même on peut prolonger jusqu'à 90. Alors à cette période maintenant, moi je suis de cette génération, à partir de 70 jusqu'à 90. Moi je suis de cette génération. Nos parents n'avaient pas à payer l'école. Nos parents n'avaient pas à payer autre chose. En fait, ils n'avaient qu'à payer les cahiers, les livres, et c'était terminé. Vous voyez, donc là, les dépenses ont commencé à passer. Tout le reste était pris. Et non seulement les parents ne payaient pas l'école, mais nous, les élèves, nous étions payés à l'école. Parce que j'ai eu la bourse au secondaire, j'ai eu la bourse à l'université. À l'université, nous, on mangeait au restaurant. Donc, vous voyez, donc, le parent de la deuxième génération aussi n'avait pas beaucoup de soucis en termes de rentrée scolaire. Nous sommes maintenant dans la troisième génération, de 90 jusqu'à ce jour. Et c'est là où tous les problèmes se situent. Parce que le parent doit payer les livres, il doit payer les cahiers, il doit payer la pension, il doit même payer les frais d'informatique, il doit payer l'APE, il doit même payer les frais de travaux dirigés. Comme s'il y avait une école où on fait seulement la théorie. Donc vous voyez qu'il y a tellement de frais à payer. L'enfant, le parent d'aujourd'hui a des difficultés à mettre l'enfant dans un lycée. À l'époque, quand vous étiez élève dans un lycée de Bayangam et que votre père était affecté à Kolofata, ou bien à Samelima, le parent n'avait aucun souci parce qu'il y avait le système de transfert. Aujourd'hui, le système de transfert a complètement disparu. Et lorsque vous arrivez, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Donc, il faut bien situer le contexte des années 90 jusqu'à ce jour pour dire que cette génération de parents, c'est les parents qui ont de sérieux problèmes et qui vivent en urgence, des problèmes à l'école et des problèmes socio-économiques qui finalement plombent le déroulement. Et je peux même vous dire que même si on renvoyait la rentrée en octobre, ça ne changerait absolument rien. Les mêmes problèmes se poseraient, selon vous. Alors, Monsieur Somo, bon après-midi. Bon après-midi, madame. Bienvenue. Merci. Vous serez sanctionné pour ce retard. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur la même question, celle que j'ai posée à M. Bondje et à Emmanuel Ngouaba. Bon, je vais commencer par là où M. Ngouaba a achevé son intervention, à savoir que si on avait repoussé la rentrée du 8 septembre au 8 octobre, encore que ça a été repoussé, on aurait du 1er au 8. Voilà. Donc, on aurait systématiquement eu les mêmes récriminations, les mêmes revendications, les mêmes plaintes. Et tout simplement parce que cela fait partie d'une logique. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est beaucoup moins les plaintes dans leur fond que le cri qui est lancé à l'endroit de ceux qui peuvent faciliter les choses. Il ne s'agit pas en fait de dire nous ne pouvons pas payer, parce que vous allez trouver des parents qui économiquement ont
tous les moyens, tous les arguments nécessaires pour préparer la rentrée des enfants, mais qui se plaignent de la même façon que ceux qui en sont dépourvus. Donc, finalement, il faut lire dans ces plaintes et ces lamentations, non pas une situation de désespoir particulière, mais un état d'esprit caractéristique d'une société aux abois qui, en fait, s'inquiète de tout, même de ce dont elle ne devrait pas s'inquiéter. Maintenant, est-ce que ceux qui se plaignent auraient pu ne pas se plaindre si certaines dispositions avaient été prises? Là, j'en doute fort. Parce que lorsque vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant dans un lycée, vous ne pouvez pas en demander moins. Et c'est d'ailleurs un choix délibéré pour chaque parent de dire « je vais tout faire pour inscrire un enfant dans un lycée ». D'autres choisissent plutôt de l'inscrire dans un collège privé. Bon, alors que le collège privé coûte beaucoup plus cher que cela. Pourquoi ils font ce choix alors qu'ils n'ont pas les possibilités de l'assumer? Donc, tout ce que j'essaie de faire comprendre, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il s'agit d'une plainte caractéristique d'un état d'esprit généralisé où on se plaint de tout, beaucoup moins que l'expression d'une situation réelle qui se pose au niveau des parents. Quelle que soit la période à laquelle on placera la rentrée, il y aura toujours des plaintes. Tout le monde se plaindra, y compris ceux qui n'ont pas raison de se plaindre. Voilà. C'est vrai que Emmanuel Ngouaba a commencé à citer les différentes causes. Mais j'aimerais qu'on cite les différents problèmes, pour être plus concret, auxquels font face les parents au moment de la rentrée scolaire. Bon, je voudrais des exemples concrets. Je dois dire. J'aimerais avoir l'avis de chacun de vous. Oui, Monsieur Somo, je vais commencer par vous. Oui, puisque j'ai la parole, merci. Non, moi, globalement, je vais poser un problème qui relève beaucoup plus du champ de ma compétence. C'est lui-même du choix de l'établissement et d'une filière d'études de l'apprenant, une filière d'études pour l'enfant. En fait, ceci est un véritable casse-tête pour les parents. Parce que si, naturellement, on sait qu'à partir d'un certain âge, l'enfant doit aller à l'école, la première question, c'est quelle école pour l'enfant? Et quand on a trouvé une école, cette école a-t-elle les qualifications nécessaires pour abriter l'enfant? Et quand l'enfant est très jeune, il va à l'école primaire, là encore le problème se pose avec moins d'acuité. Il faut encore choisir entre ce qu'on pourrait appeler le système francophone à côté d'un système anglophone. Et la question de savoir quel est le meilleur système des deux. Ceci, pour les parents, constitue un véritable casse-tête. Beaucoup de parents sont venus me voir et m'ont posé la question. J'espère que M. Ngouaba, étant spécialiste des questions d'éducation, comme moi d'ailleurs, c'est le lieu ici d'établir les forces et les faiblesses de chaque système et peut-être aider les parents dans le choix du système anglophone à côté du système francophone ou l'inverse. Donc ceci peut être la première question, le choix du système scolaire dans lequel on veut mettre son enfant. Le premier problème. Ça, c'est un premier problème. Le problème du choix du système scolaire dans lequel l'enfant va être engagé. Ça, c'est le premier casse-tête. Bon, maintenant, le deuxième casse-tête, une fois le choix opéré, au fur et à mesure que l'enfant monte dans le système éducatif, des choix s'imposent. Un choix si simple, dans le système francophone, en classe de 5e déjà, il faudra choisir s'il doit faire l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Il y a une question de choix à opérer là-dedans. Les enfants, généralement, reviennent vers les parents pour dire « Papa ou maman, on nous a donné une fiche à remplir, là, je choisis quoi ?» Voilà, le parent a ce casse-tête qu'il doit opérer à la rentrée. Bon, il y a plus loin encore, quand l'enfant monte déjà en classe de 3e, c'est aussi un nouveau palier de décision. D'un côté, il y a l'enseignement technique et de l'autre, il y a l'enseignement général. Il y a même à côté des formations professionnelles qui s'offrent à un enfant qui a obtenu son BEPC. Alors, il y a donc un épouvantail, une panoplie d'ouvertures possibles pour lesquelles le parent doit être impliqué énormément dans le choix. Et là, cela constitue dès la rentrée un casse-tête. Bon, nous pouvons aller comme ça plus loin et constater chaque fois que quel que soit le niveau, quel que soit le palier où l'enfant se trouve dès la rentrée, les parents ont un problème fondamental, celui du choix, du système scolaire, celui du choix d'une langue, celui du choix d'une filière d'études. Cela, à mon sens, constitue le premier véritable problème qu'il y a
à résoudre en rentrée. Bon, je ne vais pas m'étaler sur d'autres problèmes, je pourrais d'abord m'arrêter là. Parce qu'il y a monopoliser la parole. Je vais donner la parole à Maître Bondier. Tout à fait. Monsieur Souma, c'était quelques exemples. Tout à fait. Je vais en citer, mais je voudrais revenir parce que la poubelle de l'histoire telle qu'il a déroulé tout à l'heure, et j'aime souvent m'y plonger pour retrouver les solutions pour l'avenir. Il a dit tout à l'heure que dans la poubelle de l'histoire, il y a eu 3 périodes. Il les a citées, les périodes avant l'indépendance jusqu'à 70, la période de 70 à 80 et la 3e période. La 2e période, ça nous concerne. Et la 3e période, malheureusement, c'est nous qui sommes les parents de cette 3e période. Et donc, c'est nous qui sommes invités, en principe, à résoudre ces problèmes parce que nos enfants sont à l'école. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'il a dit tout à l'heure qu'à moins qu'on ne soit magistrat ou qu'on ne soit un haut fonctionnaire, peut-être on ne se pose pas de questions. Tout le monde se pose ces questions. Nous sommes dans des sociétés où, lorsque vous avez réussi, vous êtes en fait la lanterne de tout un village. Vous êtes la lanterne de tout un village et donc un magistrat peut vous dire qu'il est pauvre. Vous croyez qu'il ment, mais il dit la vérité parce que ce qu'il a comme charge est au-dessus des ressources qu'il reçoit. Et à partir de cet état, il a les mêmes problèmes que celui qui n'a que quelques personnes et qui n'a pas de moyens. Donc, c'est un problème global. Problème global, casse-tête chinois pour la rentrée scolaire, ça n'épargne même pas le chef de l'État. Donc, à partir de cet instant-là, il y a quelqu'un qui se moque de toi quand tu dis ça n'épargne même pas le chef de l'État. Dans tous les cas, qu'ils disent au contraire. C'est monsieur le réalisateur. Malheureusement, il n'est pas venu débattre. Je voudrais dire que cette rentrée scolaire n'épargne personne. Il y a un troisième aspect qui me vient à l'esprit. Ce troisième aspect, comme il a dit monsieur Soumou tout à l'heure, c'est quel type d'homme nous voulons pour notre société. Vous savez, les parents que nous sommes aujourd'hui se posent cette question avec acuité. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est posé un problème de débouchés. Le choix dont il parle, c'est vrai, le choix scolaire, le choix des types de formation, mais il y a un autre choix qui interpelle nos consciences. On va former ces enfants, pourquoi faire demain? Vous savez, à une certaine période, on a formé tellement de gens dans un système généralisé qui n'ont pas trouvé de débouchés. Moi, je suis sorti de l'université en 90 et effectivement, c'était bouché. Quand on faisait le concours de l'ENAM, on prenait 10 personnes dans tout l'ensemble du territoire national. Vous comprenez qu'à un moment donné, on avait douté de la formation de certains. Et les parents que nous sommes aujourd'hui se posent des questions. Nous allons former ces enfants, pourquoi faire demain? D'où l'interpellation des éducateurs qui sont en face de moi pour revoir le système de formation. Est-ce qu'il est adapté à nos pays? Parce qu'il faut le dire, hein, nous avons un système hérité de la colonisation et nous avons compris qu'il y a comme un déphasage entre cette formation qui avait un objectif précis et la réalité de nos pays aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à former les gens dans ce style et les parents suivent à la loupe l'évolution de ce changement? Parce que ça ne sert à rien d'envoyer mon enfant à l'école aujourd'hui faire peut-être les lettres et que demain il n'est pas d'emploi. Ça ne sert à rien de l'envoyer dans tel débouché et savoir que demain il ne pourra rien trouver. Et donc ça commence aussi par là, l'un des cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mon enfant? Le choix de l'école, oui. Mais les débouchés intéressent plus parce que dans les familles pauvres, je l'ai indiqué tout à l'heure, que personne n'est riche au Cameroun. Entre guillemets, il y a des gens qui font une richesse sibylline parce qu'ils vivent seuls. Mais lorsqu'on regarde tout leur village, on se rend compte qu'effectivement, il n'est pas si riche qu'il le fait croire. Donc, à partir de cet instant, la réalité de chacun aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, les enfants ou ceux dont j'ai la charge puissent vivre d'eux-mêmes. Premier casse-tête chinois. Et à partir de cet instant, on interpelle, non pas seulement les parents, mais même l'État. L'État qui met les structures en place, l'État qui met toute la politique en place, et même les éducateurs qui ont un rôle sibylline à faire. Et à partir de cet instant, je dis, les causes sont multiples. Nous avons élagué ces causes dues d'abord à notre mentalité de l'évolution, mais il y a des causes économiques.
Oui. Nous savons qu'en 90, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est la chute des entreprises. L'État même a divisé les salaires en 4. Les enseignants ne sont pas toujours mieux payés. Il n'y a que le salaire des avocats qui n'a pas subi. Les avocats n'ont pas de salaire, je lui répondrai. Non, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de salaire, ils ont même plus de problèmes. Mais ce n'est pas ça le thème. Je voudrais tout simplement indiquer qu'il y a ce problème économique. Parce que lorsque vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, on a tendance à envoyer nos enfants vers des formations techniques. Parce que c'est plus opérant, c'est plus efficace. Mais il faut avoir le moyen pour envoyer un enfant faire des formations techniques. Il y a des collèges qui prennent dans les 1 million, 1,5 million de formations annuelles. Dans les lycées techniques, la place n'est pas pour tout le monde. Et même là, allez voir les plateaux techniques, est-ce que c'est dans la capacité de former? Tout le monde aujourd'hui se dit, pour ceux qui peuvent, que le mieux dans la formation de mon enfant, c'est de l'envoyer à l'extérieur. Ça coûte énormément. Ça nous dépénalise. Et à partir de cet instant, chacun a des problèmes lorsque la rentrée arrive. On poserait la question à 10 parents sur les difficultés auxquelles ils font face au moment de la rentrée scolaire. La plupart parleraient du problème d'argent. Alors moi je dirais, on a 3 mois pour se préparer, je dirais même 9. C'est-à-dire que pour préparer la prochaine rentrée scolaire, on a toute l'année scolaire, précédente pour se préparer. Comment se fait-il donc que le problème d'argent se pose toujours au moment d'aller inscrire son enfant à l'école? Parce qu'en réalité, le parent a tout le temps de se préparer. Oui, mais ça rejoint on sait forcément que l'année d'après, l'enfant ira à l'école. Cette question que vous posez là est pratiquement la question qui est au centre. Au centre des problèmes que rencontrent les parents d'élèves à cette rentrée scolaire. Parce que si vous interrogez le parent de Ngelmedouka, ou bien le parent de je ne sais pas, d'Okola, ou bien de Nyanon, bon, lui, il ne va pas beaucoup plus vous parler du type d'homme, mais son problème, c'est comment faire pour payer les frais qui me sont exigés. Mais il est quand même important, comme disait Maître, que maintenant, on puisse, au-delà des problèmes conjoncturels, poser les problèmes de fond, tels qu'il a posé. Mais comme vous dites si bien là, c'est un problème d'argent. Mais j'ai commencé à répondre à cette question dans mon propos introductif parce que j'ai dit qu'au Cameroun, le citoyen moyen, de façon générale. Je pense que même si Maître ne veut pas reconnaître qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas... Il y a quand même les couches les plus défavorisées. Ça existe, c'est pas moi qui invente ce terme. Il y a les couches les plus défavorisées. Il y a la classe moyenne, parce que normalement, dans un état normal, moi je suis de la classe moyenne, je suis enseignant. Un médecin doit être de la classe moyenne. Bon, peut-être le socio-psychologue ou le psychologue, enfin lui, il sera mieux placé pour peut-être m'aider dans cet exercice. Mais il y a quand même des classes défavorisées et il y a des classes quand même qui ont moins de problèmes, qui sont moins défavorisées et il y a des gens qui sont au-dessus du besoin. Mon frère Gwaba, juste une parenthèse parce que je voudrais tout simplement étayer ton propos en disant que c'est une question de préoccupation. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes, ou de priorités si tu veux, il y a une catégorie de personnes qui se posent la question fondamentale, est-ce que mon enfant ira à l'école cette année? Mais il y en a qui plus haut se posent la question, quel est le type d'école qu'il faut pour mon enfant? Bon, il y en a qui plus haut se disent, entre cette multitude de choix, son problème c'est quelle est la meilleure école possible vers laquelle je peux envoyer mon enfant. Donc, c'est pour étayer ce que M. Ngouaba dit. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'intervention de M. Somo, l'intervention d'avant, parce qu'il a dit le premier problème, c'est le choix du système. Et dans le système, le choix de l'école. Parce que si j'ai choisi le système francophone, là, il faut que je trouve un lycée. Ou bien, si je suis à l'école primaire, que je trouve une école publique. Mais lorsque le parent arrive, la tendance, c'est quoi? Il n'y a pas de place. Au niveau du choix. Donc le choix est un problème réel. Maintenant, votre préoccupation, c'est l'argent. Parce qu'une fois que j'aurai eu une place dans un lycée, une fois que j'aurai eu une place, même dans un collège privé, il faudra maintenant payer. Et là se pose tout le problème. Alors, le problème de la gratuité dont de l'école se pose, par exemple au niveau du primaire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays du monde, pour généraliser, démocratiser l'éducation, parce que l'éducation fait partie des droits fondamentaux d'un être humain. Pour démocratiser l'éducation, il fallait instaurer cette formule d'école gratuite. Mais ailleurs, ça marche. Ailleurs, ça marche parce qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui font que l'école soit effectivement gratuite. L'école gratuite, l'école primaire, l'école maternelle? Non, l'école primaire. L'école primaire. Là, on parle de l'école primaire. L'école primaire qui est gratuite parce que, en principe, ça doit être l'école primaire gratuite. L'école secondaire,
où on paye moins de frais, et l'école supérieure, en fait l'enseignement supérieur où on paye cher. Si vous allez par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, alors là, il n'est pas facile pour un Camerounais moyen d'inscrire un enfant à l'université en Angleterre ou aux États-Unis, même s'il y a des Camerounais de la classe aisée, pas de la classe moyenne, qui le font, qui au Cameroun inscrivent des enfants aux États-Unis ou en Angleterre pour 30 à 40 millions par an. 30 à 40 millions par an, moi je ne peux pas le faire. Bon, alors je dis donc qu'il y a donc ce deuxième problème après le choix, le problème d'argent qui se pose. Il faut acheter les livres, il faut acheter les cahiers, là c'est normal, mais lorsqu'il faut obtenir une place, parfois on va vous faire du chantage. Il y a des gens qui vont vous dire que pour obtenir une place dans un lycée, il faut payer en 6e 100 000. Les gens le disent. Il faut payer en 5e, 4e, 3e 50 000. Tous les enfants du quartier le disent. Bon, est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ce n'est pas prouvé? Peut-être que ça fera l'objet d'un autre débat, la corruption en milieu scolaire. Non, ce problème d'argent est réel parce que l'école qui est gratuite, j'ai dit, n'est pas finalement gratuite parce que le parent doit donner 2 bancs. Hein, là, je n'ai pas confirmé les 50 000 et les 100 000, mais je confirme au moins les bancs. Je confirme les bancs. Parce que si le parent doit payer, on a dit les fournitures scolaires, les cahiers, les livres, les chaussures, etc. Si en plus il doit donner 2 ou 3 bancs, et si en plus il doit donner les frais exigibles, on va bien se demander à quoi servent les frais exigibles. S'il doit donner les frais d'APE et en plus donner des bancs, on va donc se demander à quoi servent les frais d'APE si en plus il faut donner 2 ou 3 bancs, comme j'ai vu dans certains lycées de Yaoundé et même dans certains lycées de Douala. Donc ce problème d'argent est réel et il y a naturellement des gens, comme Maître a dit tout à l'heure, il y a eu une période où beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Alors comment ça se passe donc pour les gens qui ont perdu leur emploi au Cameroun? Il y a des enfants qui sont orphelins. Alors, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'État pour prendre en charge un enfant orphelin qui a aussi droit à une éducation? Qu'est-ce qui est prévu pour les enfants handicapés? En passant, je dois vous donner un élément pour alimenter le débat. Au collège évangélique de Newbel à Douala, il y a des enfants handicapés, des enfants qui sont des aveugles, des enfants qui sont des malvoyants, et ils reçoivent 0 francs de l'État pour la prise en charge de ces enfants. Ça veut dire que c'est la mission qui se bat tout seul, ce sont les familles qui se battent. Et vous savez qu'il n'est pas déjà facile de, comment j'allais dire, d'élever, pas d'éduquer, d'élever un enfant handicapé. Bon, si en plus ce parent qui n'arrive pas à le nourrir, à le porter, parce qu'il y a des enfants contre, il est aveugle, ça veut dire qu'il faut peut-être une canne pour marcher. Si en plus on ne prévoit pas au niveau d'un système de solidarité nationale qui prend en charge ces enfants, ça veut donc dire que voilà, même des parents handicapés qui sont dans une situation complètement de désespoir. Parce qu'ils ne peuvent pas payer les livres, ils ne peuvent pas payer les frais. Donc le problème d'argent, pour moi, je trouve, à mon humble avis, que généralement, ils se battent quand même pour choisir un établissement. Parce que d'ici septembre, d'ici octobre, d'ici, j'ai vu par exemple à Yaoundé, avec 10 ans d'expérience à Yaoundé, parce que j'ai également fait d'autres villes, que généralement, en fin septembre, tous les enfants étaient à l'école. Presque tous les enfants. Vous allez voir que d'ici fin septembre, début octobre, 80% des enfants scolarisables seront à l'école. Mais la difficulté, le problème qui va donc se rester entier, c'est les charges supplémentaires qu'il faut, en fait, qui sont inhérentes tout au long de l'année scolaire. Et ça va rester dans le casse-tête jusqu'en fin d'année. Maître Bondjé, l'éducation de la jeunesse est l'une des prérogatives régaliennes, dont une priorité pour l'État. Y a-t-il lieu pour les parents de s'en inquiéter? Oui, tout à fait. Comme je l'indiquais tout à l'heure, par rapport à la mission régalienne de l'État, les 3 périodes qu'il a citées, ça tombe bien, j'y reviens dessus. Il faut remarquer qu'il y avait une présence effective de l'État dans la formation jusqu'en 90. Vous savez que les universités, c'est 92. 93, plus précisément. 93, avec la suppression de la bourse en 92. Vous savez qu'à l'école primaire, on distribuait dans certains secteurs des livres. Tout à fait. Aux enfants. Et même de la nourriture au nord. Au nord, on distribue la nourriture aux enfants. Moi, j'ai eu la chance de faire le lycée de Batouri. J'ai été avec des élèves qui étaient entièrement pris en charge par l'État. C'est-à-dire on leur donnait tout. Ils étaient à l'internat avec nous. À l'époque, déjà, il y avait les internats. Et donc, on arrivait. C'est rare. Actuellement, il y a les internats au niveau des collèges missionnaires. Missionnaires. Je parle ici sur la charge de l'État. L'État avait mis beaucoup de lycées avec internat. Moi, j'ai eu la chance de faire le lycée de Batouri à l'époque, à l'internat. J'ai fait plus de 4 ans. Et donc,
on bénéficiait de la manne de l'État. Oui. Parce qu'on payait combien à l'époque? 9 000 francs le mois, et puis la scolarité c'était 2 000. Oui. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui la scolarité au lycée. Dans Et les l'État 30 000, avait... environ 30 000 francs. Donc l'État était interventionniste. L'État était même avant-gardiste. Parce que les enseignants qu'on avait à l'époque, qui étaient d'ailleurs prêtés et parfois aux établissements privés, venaient entièrement de l'État. Et les établissements privés étaient même subventionnés. Ça veut dire que l'État leur donnait même les moyens pour faire face aux engagements pris. Les universités, nous, moi j'ai été boursier. On avait des bourses, on avait des chambres, comme disait quelqu'un, on avait de la nourriture, c'est-à-dire les restaurants à notre disposition. Les parents avaient moins de charges. Mais depuis le désengagement de l'État, alors que, et c'est ça l'important, que l'éducation joue un grand rôle dans le développement d'un pays. Il ne faut pas qu'on l'ignore. C'est-à-dire que l'État a intérêt à ce que tous ses citoyens soient formés. Parce que c'est l'ignorance parfois qui crée plus de problèmes. C'est tout le monde au moins doit connaître, lire, écrire et compter. Ailleurs, il a cité tout à l'heure, vous savez qu'en Libye, personne ne payait l'école là-bas, jusqu'à la chute de colonel. Vous savez que sur le plan international, des instruments internationaux, il a été indiqué effectivement qu'il y ait la gratuité de l'école primaire. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne devait payer un iota à l'école primaire. Mais il y a eu un système qui a été engagé ici parce qu'on a indiqué que l'État ne peut plus rien. On a créé les APEE, Association des parents d'élèves. Moi, j'appelle ça Association de parents d'élèves escroqués. Bon, pas toujours. C'est ça comme ça. Pas Ça, c'est vous qui le dites. Hein, pas toujours. Moi, j'ai eu la chance d'être aussi président d'une association de parents d'élèves. Et il peut y avoir des bonnes actions qui viennent de ce côté. Mais parfois, les ambitions des uns des autres, il y a la déprédation liée à la corruption et autres, fait de telle sorte que les bonnes intentions se transforment toujours. Et à partir de cet instant, l'État ayant démissionné, c'est les parents qui doivent prendre en charge l'éducation. Or, l'éducation coûte cher. Monsieur Sobono ne nous dira pas le contraire. Ça coûte énormément cher. Les parents construisent même les salles de classe. Les parents construisent les salles de classe. Si chaque élève devrait payer à sa juste valeur l'éducation qu'il reçoit, ce qu'on donne est minima. Quand vous prenez par exemple un étudiant à l'université qui paye 50 000, si on vous dit le coût d'un étudiant à l'université, c'est des millions. Donc, quelque part, on ne peut pas épargner le problème argent. Mais je voudrais dire que l'État, dans sa politique, doit se dire que la globalité, c'est d'abord l'État. Dans nos pays pauvres, hautement endettés, c'est d'abord l'État qui doit mettre en place des systèmes éducatifs moins chers. Voilà. Donc, à vous écouter, hein, Emmanuel Ngouaba, Maître Bondje, on devrait revenir à cet ancien système-là qui facilitait véritablement la tâche aux parents. Tout à fait. Monsieur Somo? Oui, je ne sais pas, au risque de ne pas être en accord, n'est-ce pas, avec mon ami Ngouaba et Maître Bondje, pour dire qu'il y a des concepts qu'il faut qu'on utilise avec une certaine restriction. Par exemple, des mots tels le désengagement, comme Maître Bondje a dit, le désengagement de l'État. J'aurais souhaité qu'on parle de l'allègement, n'est-ce pas, de la prise en charge de l'État vis-à-vis de la jeunesse en matière d'éducation. Allègement qui est, à mon sens, et nous sommes d'accord, que la conjoncture économique ne permet plus à l'État de fonctionner en faveur de la jeunesse comme cela a été. Maintenant, jusqu'où va l'État dans cet engagement? Est-ce que l'État fait pas plus ou bien moins qu'il pourrait faire, c'est-à-dire que est-ce que l'État peut faire mieux et ne le fait pas, là ça peut être tout un autre débat. Parce que Maître Bondje a parlé là en connaisseur en disant qu'en évaluant le coût de formation d'un étudiant dans le système éducatif camerounais, on peut quand même se poser la question de savoir jusqu'où va l'État dans son engagement. Je vais prendre un exemple simple. Dans le système universitaire camerounais, les droits universitaires soulèvent à 50 000 francs. Bon, dans un établissement comme l'Institut universitaire de technologie de Douala, que je connais très bien, c'est un établissement public dont on n'a pas besoin de promotion, hein, donc on ne peut pas, vous n'allez pas me coincer là. Sans publicité. Sans publicité, il n'y a pas de publicité, c'est un établissement public. Comme si l'on fait un peu. Dans une institution comme celle-là, bon, l'UNESCO et la Banque mondiale ont
évaluer le coût réel d'un étudiant qui s'élève par an à 1 775 000 francs à peu près. C'est-à-dire que le coût d'un étudiant d'une plateforme de technologie en un an. Mais la contrepartie, de l'autre côté, la contrepartie du parent se lève à 50 000 francs CFA. C'est même beaucoup. 50 000 francs CFA dans certains cas, parce qu'il y en a même qui ne parviennent même pas à le faire. Et du coup, on se retrouve donc, même dans le système privé, ce qu'on appelle généralement la pension dans le système privé, en fait, il y a, Maître Mondier, une subvention de l'État vis-à-vis de l'enseignement privé. Hein, que ce soit l'enseignement privé primaire, secondaire ou même, n'est-ce pas, universitaire, il y a une subvention établie de l'État envers ces institutions. Est-ce que c'est suffisant? Là, c'est un autre débat. Nous retenons tout simplement le principe, c'est que l'État vient fortement en appui à cela. Maintenant, la question... Mais moins qu'auparavant. Bon, moins qu'auparavant, pourquoi? Moins qu'auparavant, pourquoi? Quand j'étais étudiant à l'école normale supérieure, j'ai eu l'opportunité de travailler. Mon mémoire de sortie était intitulé « La réforme de l'enseignement supérieur au Cameroun ». C'est-à-dire que pourquoi on est passé dans un système d'octroi de bourse aux apprenants à un système de paiement de droits universitaires. Oui. Bon. Il va de soi que si on prend des indicateurs économiques, là il faut impliquer les économistes, nous allons voir qu'il n'y a pas eu, un développement de phase entre d'une part le pouvoir économique de l'État et de l'autre côté la poussée démographique. Et la poussée démographique qui implique, n'est-ce pas, la responsabilité davantage de l'État dans la prise en charge des jeunes. Donc, ce déphasage, qui en est responsable? Dans tous les cas, tous les États au monde, la démographie, on va démontrer qu'elle est une donnée qui n'est pas toujours saisissable parce qu'il y a des éléments naturels qui viennent. Aujourd'hui, la France, qui peut être présentée comme un pays de France, aujourd'hui, on parle d'une économie en déliquescence qui fait, n'est-ce pas, des problèmes au président en exercice. Ça se passe aussi ailleurs. Donc, c'est pour dire que c'est donc normal qu'à un moment donné, n'est-ce pas, les possibilités de l'État ne soient pas à la mesure de la demande d'assistance nécessaire pour le faire. Il y a des choses qui peuvent être faites, c'est évident, mais en réalité, ce que l'État, à mon sens, se fait actuellement, c'est au-delà des comportements marginaux, appelons-le au-delà des comportements marginaux des uns et des autres, l'État, à mon sens, essaie de faire ce qu'il a à faire. À mon sens, pour le moment. Je crois qu'on pourra revenir plus tard là-dessus. Et un autre cas, c'est que mon ami Ngouaba ne sera jamais d'accord avec ce que je dis. Et je dis, ne vous laissez pas emporter par... C'est un débat, vous n'êtes pas obligé de partager les... Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes points. Tu connais ses positions. C'est pour ça qu'on parle d'un débat. Oui, c'est argument. Vous n'allez pas tous aller dans le même sens, ce n'est que normal. Emmanuel Ngouaba. Je ne vais pas contredire mon ami Somo, qui est un brillant intellectuel et qui a déjà cette humilité et cette honnêteté de venir au débat, parce que je connais beaucoup d'intellectuels camerounais, en fait, intellectuels entre guillemets, qui fuient les débats, qui sont incapables de venir faire les débats, mais qui, dans les quartiers, disent que nous faisons mal nos débats. Alors qu'eux aussi, ils aimeraient bien venir pour qu'on ne nous appelle pas tout le temps. Bon, alors je vais juste donc apporter des éléments au débat, sans contredire M. Somo, en disant que j'ai lu un livre qui s'intitule « Les systèmes éducatifs africains », une étude comparative qui a été réalisée dans 29 pays africains, écrite par d'éminents chercheurs. 29 pays, et lorsqu'on fait une étude sur 29 pays, alors vous voyez que les gens ont pris vraiment du temps. Et dans cet ouvrage, on a étudié, on a fait une étude sur 29 pays d'Afrique noire. Afrique noire subsaharienne, Afrique noire de façon générale. Et parmi les 29 pays, il y avait le Cameroun, le Kenya, le Sénégal, etc. 29 pays d'Afrique noire. Et l'un des éléments qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'il a été démontré que dans les pays francophones, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'Afrique noire, là on a l'Afrique noire francophone, donc dans les pays francophones, il y a beaucoup de gaspillage au niveau des ressources éducatives. Il y a un gaspillage énorme. Et la même étude démontre que les résultats, il n'y a aucune comparaison entre les résultats obtenus dans l'Afrique francophone et les résultats obtenus dans l'Afrique anglophone. Et vous savez très bien qu'au niveau des universités, si on prend les universités africaines, les meilleures universités africaines sont où? C'est au Ghana, c'est en Afrique du Sud, etc. Bon, maintenant, lorsqu'on vient dans la partie francophone, Afrique noire francophone, c'est le Sénégal qui est devant, et on a aussi le Gabon un peu, et le Cameroun vient après. Bon, toujours après.
un peu comme dans le sport. Oh, pas toujours. Alors, après, il dit bien, troisième. bon, C'était à une peu près. Donc, je dis donc Emmanuel Goba. il y a donc un gaspillage. Alors, j'ai parlé des pays de l'Afrique francophone. Oui. Et il a aussi été démontré que ces gaspillages sont liés, un, au choix éducatif. Tout à fait. Parce que les choix sont mauvais, n'ayons pas peur de le dire. Lorsque vous allez construire en Gambé, ou en Dom, ou à Nyanon, un CETIC, ou à Yabassi, un CETIC qui coûte... Non, un CETIC qui coûte 400 millions. Ce n'est pas un choix que j'ai pris au hasard. Un CETIC qui coûte 400 millions. Alors que si vous mettez plutôt en place l'agriculture, ça ne fera pas 400 millions. Si vous mettez sur pied un lycée agricole, ça ne fera pas 400 millions. Et même ça fait 400 millions. On est au moins sûr qu'à l'issue de cette formation, il y aura des débouchés. Mais si vous formez des gens en électromécanique ou bien en électrotechnique, déjà avec un matériel de 1970, on est sûr que ce sera des gens qui sont formés au rabais. Et lorsqu'ils vont donc sortir, ils ne seront pas compétitifs. Donc, il y a des choix politiques qui sont mauvais. Et ça fait donc qu'il y ait du gaspillage en termes d'argent. Il y a aussi la corruption. N'ayons pas peur de le dire. Ce n'est pas moi qui ai fait qu'il y ait un ministre de l'Éducation au Cameroun qui soit allé en prison. Et qui, même après avoir reconnu qu'elle n'avait rien fait, une dame, je ne vais pas citer son nom, a quand même payé. Elle a quand même payé au tribunal criminel spécial, je parle sur le contrôle de maître, pour n'avoir rien fait. Mais elle a quand même payé. Mais c'était quel argent? C'était l'argent de l'éducation. Et en passant, je dois vous signaler qu'au Cameroun, contrairement à ce que les gens disent dans les quartiers, les ministères de l'éducation, il y a 3 ministères de l'éducation, basse, secondaire et supérieure, ont beaucoup d'argent. Le ministère de la Santé a aussi beaucoup d'argent. Et vous suivez mon regard. Il y a un ancien ministre de la Santé qui est en prison. Donc, il y a ce problème de détournement des fonds. Et si je me souviens bien, si j'ai une bonne mémoire, que dans un discours du chef de l'État, il a dit qu'à cause de la corruption, beaucoup d'écoles n'ont pas été construites. Voilà. Beaucoup de projets n'ont pas été réalisés. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette corruption dans les ministères en charge de l'éducation, peut-être l'école primaire serait effectivement gratuite et ça ferait moins de stress au niveau des parents d'élèves. Voilà. Alors, et je chute en disant que lorsqu'on parle d'une école gratuite, une école gratuite ne signifie pas qu'on ne paye pas. Une école gratuite signifie qu'il y a quelqu'un qui paie à la place du parent. C'est pour ça que ceux qui ont inventé l'école gratuite, si je prends l'exemple de la France avec Jules Ferry, c'est Jules Ferry qui avait inventé l'école gratuite, l'école laïque et l'école obligatoire, on met sur pied un partenariat État, collectivité territoriale décentralisée, et on peut même prendre les entreprises capitalistes. Je ne les appelle pas des entreprises citoyennes, des entreprises capitalistes à travers une taxe sur l'éducation. Vous mettez une taxe sur l'éducation dans les entreprises capitalistes, je ne veux pas citer un nom ici, pour ne pas faire publicité, ça ne leur coûte absolument rien. La preuve, même sans avoir l'appel de l'État. Vous n'avez pas vu des entreprises qui se lèvent un bon matin et qui donnent des bourses gratuitement aux gens partout dans les quartiers, parce que ces entreprises ont beaucoup d'argent pour ce qu'ils appellent le volet social. Donc, s'il y a ce partenariat État, collectivité territoriale décentralisée et entreprises capitalistes, les multinationales, forcément, l'école sera gratuite au Cameroun et le parent va tout simplement payer le livre, il va tout simplement payer le cahier, il va payer la tenue scolaire pour avoir moins de stress. Voilà. Alors, Maître Bondier, on observe que pendant les vacances, les enfants deviennent utiles aux tâches ménagères. Certains participent même aux activités commerciales. Cela ne justifie-t-il pas le fait que certains parents refusent volontairement d'envoyer leurs enfants à l'école? Non, pas. Et c'est ces mêmes parents-là qui vous parleront des problèmes financiers quand vous leur demanderez pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Non, moi je pense tout en prenant bien tout ce qu'il a dit, parce que c'est la réalité platonique. Et il ne faut pas se voiler les yeux. Vous ne pouvez pas voir des poches trouées et vous plaindre tout le temps que quand vous mettez les pièces, vous ne les retrouvez pas. Et il n'y aura jamais, vos poches ne seront jamais pleines de pièces, parce que c'est troué. Et nos États sont troués. Tel qu'il a démontré, il faut. Il a largement parlé de. Tout à fait, mais je voudrais revenir sur. Qu'on sorte nous ne sommes pas dans la critique de l'État. Sur ma question. Tout à fait, je vais y revenir, parce que je voulais tout simplement dire qu'il s'agit en fait, c'est qu'il a relevé des fautes de gestion. Voilà. C'est des fautes de gestion, et on sait comment on les sanctionne au Cameroun. Ce n'est pas toujours le détournement. C'est-à-dire que ce n'est pas que quelqu'un a pris de l'argent, mais les mauvais choix que vous pouvez faire peuvent vous amener à payer ce que vous avez fait perdre à l'État. C'est ça qu'on appelle faute de gestion. D'accord. Maintenant, pour revenir à ma question, Maître Bondier, je dis, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Qu'un parent voit son enfant marcher en route pour vendre. Un parent sérieux
ne peut pas être gai de voir son enfant battre. Mais tous les parents ne sont pas sérieux, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je parle de ceux qui sont sérieux. Oui. Ceux qui ne sont pas responsables, ils savent où se trouve leur place. Oui. Leur place est ailleurs. Mais pour les responsables, parfois, ils sont contraints. On a parlé des déflatés tout à l'heure, on a parlé des parents qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'ils veulent bien, mais n'ont pas la possibilité de faire face. Oui. Alors, ils ne peuvent pas condamner cet être humain qui n'est pas de sa fabrication, il n'est que le passage. Un enfant a aussi la possibilité de mener sa vie. Vous savez qu'il y a les droits des enfants. C'est vrai que sa capacité, enfin, son incapacité ne lui permet pas de faire face. Il est toujours sous le joug des parents, de l'État, etc. Mais il peut prendre en charge sa vie. Il ne peut pas attendre si son parent ne lui donne pas le bain. Il ne va pas attendre mourir parce que son père ne lui a pas donné à manger. Il va se battre. Parce qu'un être qui naît, il doit combattre pour devenir un homme. À partir de cet instant-là, je dis, il y a des enfants qui sont dehors malgré eux. Ils préparent leur rentrée scolaire. C'est eux qui payent. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est ces parents qui les envoient en route pour récupérer le gain de ces enfants. Oui. Et pour vivre soi-même. À ce moment-là, c'est dangereux. Si vous envoyez votre enfant en route parce que vous voulez boire votre matango le soir, ça c'est hautement dangereux. Vous avez violé les droits de cet enfant. Oui. Parce que ce qu'il doit faire, c'est pour son intérêt. Ce n'est pas pour votre intérêt. Et donc, à partir de cet instant, ce genre de parents sont blâmables, ils sont même condamnables. Vous savez qu'il y a des infractions liées à tout cela, le prosélytisme, etc. Il y a même la loi de 2005 sur l'exploitation des enfants, le trafic, l'exploitation, etc. On peut les condamner. Mais on ne peut pas condamner un parent qui voit son enfant mourir de faim. Et que l'enfant se lève et dit, au lieu de mourir, je vais prendre les arachides, j'essaie de voir. C'est l'État qui est interpellé. Et comme vous l'indiquez tout à l'heure, les structures que l'État met en place sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan de santé, doivent venir aider ces enfants qui en ont besoin. Oui. Mais le père ne doit pas oublier que faire un enfant, c'est facile. Oui. Si vous décidez là maintenant d'aller faire un enfant, ça ne vous coûte pas une heure. Oui. C'est pas le plus compliqué. 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 Le plus compliqué, c'est après. Justement. Donc, c'est là le rôle. Comment faire grandir cet enfant? Et c'est là la notion. Parfois même fabriquer, c'est difficile, c'est compliqué. Non, Bon, là, c'est les gens qui compliquent. Mais il y a des c'est enfants pas orphelins, compliqué. mais il y a des enfants orphelins, d'accord. Donc, Il y a des enfants orphelins. et ceux-là doivent parce être cernés par la société. Parce que l'enfant n'appartient pas aux parents, il appartient à la société. Et je reviens sur le fameux débat que je lève toujours entre nos sociétés traditionnelles et les sociétés modernes aujourd'hui. Dans les sociétés traditionnelles, un enfant ne vous appartenait pas. Ça veut dire qu'il peut perdre ses parents. C'est l'enfant de l'oncle, c'est l'enfant de la tante, c'est l'enfant du grand-père. On lui retrouvait toujours son cadre dans la famille. C'est aujourd'hui où l'orphelin arrive chez vous, vous dites, foutez-moi le camp, votre père était ici. Il faisait quoi? Votre mère m'insultait même, etc., etc. On a pris la notion de solidarité. Mais j'avoue, et je le dis, que nous devons apporter notre aide. Je dis la société globale à ces enfants. C'est pour ça que il a parlé tout à l'heure, il n'y a pas que des orphelins, il y a les handicapés, etc., etc. Il faut que la société les aide. Et on peut les aider comment? En établissant des textes de protection. On peut par exemple dire que dans un établissement, au lieu qu'un handicapé paye 100 000, il peut payer 50 000. Ou il ne paye rien. Ou ne paye rien. Qu'un orphelin, dans une université, au lieu de payer les 50 000... Ces mesures existent, oui, mais il faut les mettre en pratique. C'est ça le véritable. C'est des mesures qui existent mais qui ne sont pas appliquées. Maître, j'ai cité l'exemple d'un collège de Douala et avant de venir à cette émission, parce que moi je prépare mes émissions, j'ai appelé le principal pour être sûr que je ne viens pas sur le plateau dire des bêtises. Le principal m'a dit qu'il n'y a que 2 personnes qui aident ces enfants handicapés, des enfants orphelins, des enfants aveugles, etc. 1, le collège ou la mission et de 2, les familles. C'est terminé. L'État n'a jamais rien apporté. Alors que je me dis qu'on devrait apporter un accompagnement psychologique. Parce que lorsqu'on a un enfant aveugle, lorsqu'on a un enfant handicapé, je pense que pour le parent, c'est déjà une situation anormale. Et il faut la gérer. Je pense que je parle sous le contrôle de M. Somo. Je pense qu'en dehors d'une aide financière, on devrait même, à mon humble avis, apporter un accompagnement psychologique à ce genre de parents pour leur permettre quand même d'être aussi dans la société. Et il y a même des cas où il y a même des parents aussi handicapés. Parce que lorsqu'un parent est aveugle,
Bon, je ne suis pas sûr que lorsqu'on est handicapé, on aura forcément un enfant handicapé. Pas du tout. Donc, si on est handicapé et qu'on a un enfant normal, mais est-ce que ce parent aveugle, ce parent handicapé, ce parent qui a été victime d'un accident grave, est-ce qu'il peut s'occuper de la rentrée scolaire de son enfant, même si l'enfant était normal? Donc, voilà des cas. On devrait prendre en considération tous ces cas-là. Hein. Monsieur Somo? Oui. Ce que je voudrais dire, hein, tout en étant d'accord avec ce que les autres panélistes ont dit, à savoir qu'il y a peut-être un problème au niveau, n'est-ce pas, des choix des options, des choix d'options en matière éducative, qu'il y a également un certain laxisme chez les uns et les autres. Il faudrait dire aussi que, en ce qui concerne la tranche particulière de la population dite handicapée, au niveau de la réglementation, parce que ça c'est le départ de tout, la réglementation en la matière, elle est claire et précise. C'est-à-dire qu'il y a une batterie de mesures d'accompagnement de la population handicapée dans le système éducatif camerounais. Le problème demeure, c'est vrai, au niveau de l'application de ces mesures, mais également, et surtout même d'ailleurs, au niveau du lancement, je veux dire au niveau du déclenchement, n'est-ce pas, de la procédure. Généralement, il y a une grosse contradiction que vous allez relever, c'est que il y a des personnes handicapées, mais qui appartiennent à des familles suffisamment nanties, pour lesquelles, n'est-ce pas, ces mesures généralement profitent. Aussi bizarrement que cela puisse paraître. Parce que généralement, c'est des parents nantis, mais éclairés, qui savent que leur progéniture, bien étant handicapés, ils doivent bénéficier de certaines mesures. Donc, et pour cela, ils déclenchent les mécanismes d'aide et dans la majorité des cas, cela aboutit. Majoritairement, pourtant, il y a des enfants handicapés qui viennent d'une tranche de la population extrêmement pauvre. Et quand je parle de pauvreté, je ne parle pas seulement de la pauvreté matérielle, je ne parle pas seulement de la pauvreté financière, mais je parle d'une forme de pauvreté intellectuelle. C'est même la plus grande. Ce qui fait que, effectivement, qui fait qu'à un moment donné, ils ne sont même pas déjà au courant qu'ils doivent bénéficier d'une certaine protection. Quand ils en sont informés, ils ne savent pas quelle est la procédure qu'il faut engager. Et à qui la faute? Et même quand ils sont même au courant de la procédure qu'il faut engager, parfois il leur est compliqué d'ouvrir un certain nombre de portes. C'est pourquoi je veux être d'accord avec Gwaba comme avec Maître que c'est là qu'il faut interpeller, n'est-ce pas, non pas seulement la responsabilité de l'État, mais la responsabilité de toutes les personnes intervenant, des gouvernants, la responsabilité des gouvernants, y compris celle de nous tous qui sommes intervenants directs ou partenaires du système éducatif, afin que notre responsabilité étant suffisamment engagée, qu'on se constitue en pratiquement des syndicats tous de défense des intérêts de cette tranche de la population. Moi, j'en ai vu. Au niveau universitaire, par exemple, il y a eu des exonérations au niveau du paiement des droits universitaires sur le simple fait que l'enfant n'est pas handicapé, mais l'enfant est issu d'un parent handicapé. Ça, il faut le relever. Et lorsque la procédure généralement est lancée par le ministère des Affaires sociales, qui en réalité est celui qui est supposé jouer prioritairement ce rôle, je ne sais pas si dans le ministère des Enseignements secondaires, il y a un démembrement, n'est-ce pas, ou une direction, ou je vais dire une structure, n'est-ce pas, qui est censé prendre en charge les problèmes de ces personnes. Si ce n'est pas le cas, il est temps déjà qu'on y songe. Voilà. Alors, nous sommes allés dans la rue poser la question aux parents sur les difficultés auxquelles ils font face avant la rentrée scolaire. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière. C'est le Vox Pop. Au Cameroun, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de travail et qui doivent envoyer les enfants à l'école. Mais le Cameroun n'aide pas ses parents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des bandits. Parce qu'ils n'ont rien. Et les parents ne peuvent pas les aider. Parce que ces parents n'ont pas de boulot. Alors il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ces familles de laisser. J'aimerais qu'on les aide un peu. Et que les écoles soient un peu moins chères. Et les tenues aussi sont trop chères. Les parents ne s'en sortent plus. Le salaire n'est pas, il n'est pas aussi minime. Il n'est pas maximum pour pouvoir supporter les dépenses. Il y a l'augmentation des prix, tant pour les manuels scolaires,
je crois même que même les établissements scolaires, hein, parce que tout a augmenté. Donc du coup, les parents sont un peu en difficulté. Bon, je pense que ça va être très compliqué pour les parents de gérer l'entrée scolaire de leurs enfants. Vous voyez, l'État prend des mesures, mais ne voit pas la portée des conséquences. Vous voyez, par exemple, on a augmenté les prix des carburants, il y a le gaz domestique qui augmente. Pour un parent qui va gérer tout ça, il faut assurer la nutrition de ses enfants et il y a les prix des salaires qui n'augmentent pas. Comment est-ce que les parents gèrent? Vous avez vu encore l'histoire du port de Douala, le désengorgement qui n'est pas au point. Donc, ce qui fait que les fournitures scolaires vont être assez rares sur le marché. Et qui dit rareté dit hausse des prix. Ça va être difficile. Donc si l'État voulait compléter ou donner un coup de pouce aux parents, il fallait d'abord désengorger le port, histoire de monter le marché des produits, essayer de voir également les salaires, parce que on peut demander aux gens de scolariser leurs enfants et tout. Il y en a qui veulent bien le faire, mais il y a un souci de financement. Donc il faudrait que l'État, en prenant des mesures, essaye de voir les portées et les conséquences dans les poches des parents. La rentrée scolaire, franchement, chaque année c'est la même chose. On essaye de prendre des dispositions. C'est plus difficile pour ceux qui n'ont pas prévu avant. Mais toujours est-il que doucement, doucement, ça s'améliore. Puisqu'on sait qu'on planifie, il y a les premières tranches, il y a les deuxièmes tranches. Et puis c'est comme ça, c'est le quotidien. On va faire avec. Il faut bien que les enfants soient éduqués. De la rentrée scolaire qui cause problème. Le système en lui-même cause problème. Du moment où on ne sait même plus quoi faire. Donc on essaie de faire avec. Les difficultés qui sont pour la rentrée scolaire, il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de main-d'œuvre aussi hein, au niveau de l'Afrique centrale. Il faut en assez, mais il y a aussi l'honnêteté. Que parents, je dirais que je ressens la difficulté des parents par rapport au fait que je suis promotrice d'un collège et que je vois bien que l'affluence n'est pas aussi importante que les années précédentes, dont les parents ont vraiment beaucoup de mal à assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. Retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, Maître Bondje? Oui, moi je pense qu'ils ont dit ce qu'on a élagué d'une manière globale. C'est toujours des problèmes économiques qui reviennent. Oui. On a comme l'impression que c'est la cause principale. Voilà, c'est la cause principale. C'est toujours des décisions qu'on prend à la va-vite, parfois à contre-courant, et vous entendez parler de cette hausse des carburant, etc. Et ne nous voilons pas les yeux, ça aura un impact important aussi sur la rentrée scolaire. L'argent que vous donnez à cet enfant pour payer le taxi, il faudra augmenter. Et beaucoup de choses vont augmenter, y compris le manuel scolaire. Il y a une dame qui a parlé de l'engorgement du port. Vous voyez que la société est globale, c'est comme une chaîne. Lorsqu'un maillon de la chaîne est grippé, c'est toute la société globale qui en ressent le coup. Les gens vont se dire, mais les affaires du port, c'est pour les commerçants, c'est pour les gros monnaies ou mon affaire, mais ils doivent savoir que quand le port, par exemple, a des problèmes, ça va se ressentir jusqu'aux petits consommateurs. Les livres aujourd'hui se font déjà rares. Moi, j'ai des gens qui ont dit qu'ils cherchaient certains manuels scolaires, ne les trouvent pas parce qu'effectivement, le port n'a pas libéré un certain nombre de conteneurs ou bien d'autres n'ont pas pu atterrir à temps. Donc, il y a un certain nombre de problèmes comme cela que certains ont évoqués, qui font de telle sorte que, même si vous avez prévu, parce que l'argent ne fait pas tout. Il a indiqué tout à l'heure qu'on devait prendre de manière psychologique en charge un certain nombre, non pas seulement d'élèves, même les parents. Parce que moi, je pense même que ceux qui font l'orientation scolaire ne devraient pas seulement s'attarder sur les enfants, même les parents. C'est-à-dire que le parent devrait même être aussi celui-là qui va demander aux spécialistes, j'ai des enfants, qu'est-ce que j'en fais? Et à partir de cet instant, dans cette symbiose enfants spécialistes et parents, on peut trouver la voie et la meilleure voie. Voilà. Je vais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone va certainement s'inscrire au bas de vos écrans dans quelques instants. Donc si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous appeler. La ligne est ouverte. Alors, Monsieur Somo, on a des parents qui passent 3 mois à pouponner, à cajoler leur progéniture. Et comme qui dirait quelqu'un, la séparation est souvent triste. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable problème
pour les parents de se séparer de leur progéniture au moment de la rentrée scolaire. Oui, la séparation est souvent triste, mais quand même c'est toujours ainsi. Et seulement prions le Dieu Tout-Puissant qu'il nous garde dans son amour durant cette rentrée. Ah, là, l'auteur dirait durant ses vacances, mais ici nous dirons durant cette rentrée. Effectivement, c'est le cas. Pendant toute l'année scolaire, on regarde au petit matin le dos de l'enfant se perdre, n'est-ce pas, dans la foule des enfants de la cour qui vont rentrer à l'école. Et puis on rentre chez soi. Lorsqu'on entre dans la maison, tout est calme, tout est posé. Il n'y a plus personne à l'école. Le moindre bruit devient sinistre. On a l'impression qu'on est tout seul dans le monde. Il y a des parents qui vivent cette séparation avec une tristesse inexplicable. Parfois, il y en a qui en tombent malades, il y en a qui en souffrent. Parce que pendant les vacances, on a été habitués. Il y a les vacanciers qui sont venus, au-delà des vacanciers, mais il y a ses propres enfants qu'on a eu l'occasion de connaître, parce que c'est à ce moment précis qu'on connaît véritablement ses enfants. On passe vraiment du temps avec son enfant. On apprend comment il passe le quotidien. Parce qu'entre-temps, quand ils sont à l'école, on sait seulement qu'ils sont partis le matin, comment ils ont mangé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça ne nous rendons pas compte. Il y a donc comme une forme de rupture brutale au niveau du lien affectif qu'on a établi avec l'enfant pendant la période des congés, que lorsque la rentrée arrive, on voudrait la repousser. C'est un véritable casse-tête pour beaucoup de parents. Ça, on a quelqu'un en ligne? Allô? Bonjour, bonjour Audrey. Bon après-midi, oui. Bonjour Monsieur Saumon. Bonjour. Bonjour. Monsieur l'inspecteur pédagogique, monsieur Emmanuel Ngouaba, oui. Bonjour. C'est vrai qu'au Cameroun, et comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la période précédant la rentrée scolaire, et ce jusqu'au milieu du premier trimestre, constitue un véritable casse pour les parents. Et le rappel fait à juste titre par monsieur l'inspecteur pédagogique de mathématiques, monsieur Mbouké Ngouaba, concernant la fracture qui s'est opérée au début des années 90, avec la consécration de la fin de la gratuité réelle de l'école au Cameroun, est très pertinent, parce qu'il faut noter que la fin de la contribution effective de l'État en termes d'intervention et de subvention directe a été substituée par la flambée des frais d'inscription à laquelle se sont greffés d'autres chiffres abusifs qui va créer des circonstances de la tête des parents d'élèves. C'est ce qui a une plupart des chefs d'établissement et d'autres démarcheurs qui déplacent une série d'établissements. Mais M. Saumon rappelait encore l'onde de choc ressenti par les parents d'élèves étudiants entre les années 1992 et 1993. Donc, si vous voulez, il fallait pour les parents prendre des responsabilités devant un état de fait où on passait du statut d'élève et étudiant boursier de l'État à parents désormais entièrement contributeurs de l'éducation de leurs enfants, sachant que ces parents subissaient durement le coût de la baisse des salaires qui a été couplée à l'évaluation brutale du franc CFA. Et par contre, peut-être vous parlez de nos sociétés européennes ici, nous avons quand même le principe dit de l'allocation de la rentrée scolaire qui aide les parents à contenir et à subir le coût de la rentrée scolaire pour des enfants entre 6 et 18 ans. Et là, sous le contrôle de Maître Bondier qui sait qu'en Europe, constitutionnellement, les mineurs de moins de 18 ans sont des pupilles de la nation. Tout à fait. Bon, les montants de l'ARS, comme on l'appelle ici, tournent généralement dans une fourchette comprise entre 300 et 1000 euros, donc on va dire entre 200 000 francs CFA et à peu près 600 000 francs CFA, c'est le seul nombre d'enfants pris en considération dans une famille. Et pour terminer, une petite question d'ordre général à monsieur l'inspecteur Ngouaba. Est-il légal pour des enseignants de lycée et collège d'organiser des cours supplémentaires d'arrivée dans les locaux de l'établissement d'enseignement, parfois à l'insu des chefs d'établissement ou à tout le moins avec la complicité de ces chefs d'établissement? C'est ma contribution. Merci, merci d'avoir appelé cet après-midi. Est-ce que la question du téléspectateur a un lien vraiment avec notre thème?
Je ne sais pas, mais bon, il a posé une question. Emmanuel Ngouaba va quand même sa question est pertinente. Déjà, je voudrais saluer son intervention, surtout sur le volet allocation scolaire. Parce que quand on a des allocations scolaires, ça allège la tâche aux familles. Alors, le problème qui se pose, c'est que justement, quand on parle des contributions exigibles dans l'établissement, dans les lycées, et de la pension dans un établissement privé, c'est régi par des tests. Il se trouve donc des imposteurs, j'utilise bien le mot, mais j'ai peur de mes mots parce que jusqu'à présent, il me revient depuis Yaoundé que mon ministre n'est pas mécontent de moi. Oui. Parce que s'il était mécontent, il aurait déjà pris la mesure qui s'impose. Oui. On n'ayez pas peur à ce niveau. Donc, le ministre a même interdit qu'on ne puisse pas percevoir des frais qui ne sont pas prévus par les tests réglementaires. Et justement, cette histoire de travaux dirigés, parce que c'est de ça qu'il est question, il n'est pas normal que dans un lycée ou dans un collège privé, en plus des frais exigibles, en plus des frais d'APE, etc., qui sont reconnus par le ministère, que des gens sur le terrain prennent sur eux, par devers eux, d'imposer ces montants. Déjà, sur le plan pédagogique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que lorsqu'on parle d'un cours de français, mais un cours de français, c'est une partie théorique et une partie application. Donc on ne peut pas dire à un enfant qui a déjà payé les frais exigibles ou qui a déjà payé la pension dans un collège, et cela va se faire à cette rentrée. Ou en plus des frais exigibles, les gens payent généralement 5 000 francs. 5 000 francs de frais de travaux dirigés, 10 000 francs de frais de travaux supplémentaires, et c'est interdit par le ministère, mais sur le terrain, ça se fait au vu et au su de tout le monde, donc ce n'est pas normal. Mais en passant, je dois saluer quand même, parce qu'il y a des gens qui ont dit on ne dit jamais ce qui est bon. Pour cette rentrée scolaire, le ministre, les ministres ont choisi de faire démarrer les inscriptions le 25 août, 2 semaines avant la rentrée scolaire. Parce que l'année dernière, sur un plateau de télévision, j'étais intervenu le premier jour de la rentrée. Parce que les inscriptions avaient commencé le premier jour de la rentrée scolaire. Et il y avait eu un embouteillage monstre. Et j'avais dit que c'était une erreur administrative. Et j'avais même dit que les collaborateurs du ministre l'avaient induit en erreur, parce que le ministre n'est pas enseignant. Ça a été corrigé cette année, et je pense qu'il faut le saluer. Voilà, on a un téléspectateur en ligne. Allô, bon après-midi. Ok, bon après-midi, Audrey. Salut, M. Somo. Salut, Maître Bondieu. Merci. Et notre inspecteur, M. Emmanuel Ngouaba. Voilà. Emmanuel Ngouaba, merci. Alors, donc, j'ai vu, vous avez en quelque sorte abordé plusieurs sujets sur le problème de la rentrée scolaire. Et il y a un sujet intéressant, hein, que je voudrais vous faire en quelque sorte voir. Et le chemin par lequel moi je suis parti, c'est le phénomène de Glando. Glando, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que pour le seul fait que mes parents avaient des soucis, moi, ce que je faisais, c'est quoi? Je me payais une tenue d'un établissement scolaire. J'allais m'installer dans la classe et je suivais des cours. Et c'est comme ça que j'ai pu, en quelque sorte, présenter mon oratoire, le baccalauréat, jusqu'à ce que je suis là où je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible de le faire aujourd'hui? Je ne sais pas, mais après, ça a permis aussi, ça a permis à beaucoup de mes camarades de réussir. C'est-à-dire qu'ils ont pu échapper comme ça à l'administration scolaire. Et on peut présenter les examens par la voie des candidats libres, n'est-ce pas? Et on finit par réussir leur scolarité. Merci, c'est tout ce que j'avais à soumettre comme merci de nous avoir appelés cet après-midi. Alors, la rentrée scolaire, c'est aussi le retour des trafics intenses. On parle là des embouteillages, des corvées matinales pour les parents. Au finish, la rentrée scolaire n'est-elle pas vraiment redoutable, Maître Bonji? Ben, c'est redoutable, nous l'avons indiqué tout à l'heure. Pendant les vacances, tout le monde sommeille. Les enfants et autres sommeillent. Mais il faut dire que dès que les activités reprennent, tout le monde est intéressé et concerné. C'est la période où il faut me faire attention, parce que même les pickpockets reprennent du service. Même les pickpockets reprennent du service. C'est la rentrée pour ils sont même présents aux alentours. C'est la rentrée de tout le monde. Il n'y a pas que du bon. Il y a aussi du mauvais. Oui, du bon et du mauvais. Et du bon et du mauvais. C'est la rentrée des commerçants. Et même des commerçants véreux. Parce qu'on sait qu'à cette période-là, les parents ont dû accumuler un peu d'argent et chacun veut s'approprier le maximum possible. C'est aussi la période où même les chefs d'établissement, il ne faut pas les épargner. Ils jouent à un jeu parfois double. C'est-à-dire qu'au même moment où vous dites qu'il n'y a pas de place, au même moment, ils vendent les places
On parle par souvent la de la petite... période des vaches. Tout à fait. Donc, Donc, quand c'est un avocat qui le dit. Hein, donc justement, à cette période, on a des cas. À cette période, effectivement, il faut doubler de vigilance. Parce que vous savez, on dit toujours là où il y a le miel, il n'y a pas que les abeilles qui sont concernées. Même le serpent va venir. Tout le monde veut essayer un peu de sucer de ce miel. Donc à cette période-là, vous avez une kyrielle de personnes, même non invitées, qui arrivent. Et il faut être donc vigilant. D'abord, la vigilance sur ces possibilités qui doivent cadrer avec les options prises pour la rentrée scolaire, mais vigilance aussi pour ces petits. Parce que nous vivons une période aujourd'hui avec... vous ne voulez pas qu'on parle de politique, c'est vrai. On a déjà assez parlé de politique dans cette émission. Nous vivons des périodes... nous vivons des périodes où il faut être vigilant pour ces petits-enfants. Il faut être vigilant parce que les enlèvements, si je voulais parler de ça, etc., on ne sait jamais. Ce n'est pas seulement chez les autres, voilà. c'est aussi... C'est déjà chez nous, on le vit au nord. Donc il faut, et même à Yaoundé, à la briqueterie, on a dit qu'il y a des enfants qui ont des cas. Donc il faudra aujourd'hui que les parents soient très vigilants, très très vigilants, pour ne pas vivre l'arnaque. Voilà. Monsieur Somo. Non, c'est vrai que la rentrée, c'est, comme il a dit, Maître, j'aime beaucoup son expression kyrielle. Hein. Je suis allé chercher ce concept dans le dictionnaire pour savoir, c'est la première fois, hein, comme quoi un mètre peut trouver son kilomètre. En fait... Oui, on a un téléspectateur en ligne. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, madame, mes frères, bonsoir. Oui, comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Baudène. Oui. Baudène, je suis parent d'élèves. Oui. Et l'émission m'intéresse vraiment. Oui, vous voulez apporter votre contribution, on vous écoute. Oui, oui. Alors, je dis que les intervenants disent des choses très, très concrètes. Oui. Mais je voudrais dire une chose, s'il vous plaît. Si ça sera possible que l'État puisse voir comment il peut lui-même demander aux établissements privés confessionnels et autres, afin que les prix, les taux de scolarité puissent être uniformes. Parce que c'est chaque responsable d'établissement privé qui sache que son prix, de taux de scolarité. Et surtout que l'université, que ce soit catholique, privée, etc., coûte énormément cher. Ce n'est pas à la bourse de chaque parent. Parce qu'il y a les parents d'élèves, nous que nous sommes de Pédia, que nous travaillons dans les bananerais. Nous avons 36 000, je ne sais pas combien de 750 000. Est-ce que c'est possible pour nous que nos enfants demain, je serais capable d'envoyer mon enfant à l'université? Vraiment. Je me rappelle que nous, on a des frères qui ont fréquenté avec le sport des bourses à l'université, j'avais des bourses à l'époque, c'était formidable. Mais maintenant, vraiment, ça devient très, très difficile. Difficile, vraiment, ma soeur. Et j'ose croire que vraiment l'État, les jours viendront où l'État, vraiment, le ministre va faire sa fête et les autres, verront comment ils peuvent demander aux chefs d'établissement privé, les responsables des universités, que ce soit catholiques ou autres, vraiment que le taux de scolarisation revient un peu à la bouche des parents les plus pauvres. Parce que chaque enfant a droit vraiment à l'éducation. L'éducation, tout à fait. Oui. Et nous avons besoin que ce pays, le Cameroun, devienne un pays émergent aux années 2035. S'il vous plaît, que l'État du Cameroun essaie de faciliter l'éducation, non pas seulement la gratuité au primaire, même au secondaire. Au secondaire. Au secondaire. J'ai mon grand frère qui a laissé, qui est décédé, qui n'a pas de femme. La mère aussi est décédée de suite d'un cancer. Le grand frère est décédé. Il y a 7 enfants. Les autres là, je nous suis tous qui iront à l'école cette année. Mais parce qu'il n'a pas les moyens, nous avons vraiment la volonté. Vraiment, j'espère que Dieu aidera, que vraiment ceux qui sont dansés dans ce pays puissent avoir vraiment l'esprit de solidarité. Proposer l'autre confrère qui est en ligne, l'analyste à l'éducation. Emmanuel Ngouaba, oui. Voilà, exactement. Il a fait une analyse très, très importante sur aux États-Unis pour 40 millions. L'université, 35 ou 30 millions de grades. Oui. Au Cameroun, peut-être c'est 1 750 000 si on pouvait voir les choses dans ce sens. Mais nous autres, les citoyens lambda,
est-ce que nous sommes dans les plantations des bananes là-bas à Péndian-Diopé? Puis, faites quelque chose pour nous et que Dieu bénisse la SPD. Les intervenants d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je vous félicite. Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour cet appel. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure sur ce plateau. C'est de ça que Emmanuel Ngouaba parlait. Et nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est d'organiser, de faire des débats justement sur ces sujets-là. C'est tout ce que nous pouvons faire à ce niveau. On espère que les autorités compétentes sont en train de nous suivre et qu'il y aura un changement demain. De toute façon, on l'espère bien. Oui, Monsieur Somo. oui, j'étais en train de... Je ne voudrais pas passer comme ça l'intervention de monsieur qui souhaitait aller vers une forme d'uniformisation des taux, n'est-ce pas, dans l'enseignement privé. Bon, il faut d'abord préciser que les établissements privés sont des entreprises privées qui appartiennent essentiellement à leurs promoteurs, même si cela échoue, n'est-ce pas, au domaine de l'État en ce qui concerne l'éducation. Donc, il y a tellement de critères et d'éléments qui doivent rentrer en compte dans la fixation des taux des frais de scolarité que, bon, probablement, nous aurons l'occasion de mener un débat là-dessus. Dans tous les cas, le problème est posé. Il est très important qu'il mérite à un moment donné d'en débattre. Il me souvient même que c'est cette cause-là qui a fait fermer à l'époque le Collège des Nations. Moi, j'ai eu la chance de faire 6e en Nation à l'époque. Et on l'a fermé pour que je me retrouve à Sacré. Et effectivement, ce problème de scolarité était posé. Mais comme tu l'as indiqué, M. Somo, c'est un problème effectivement de la structure. Seulement, il ne faut pas oublier que l'enseignement, c'est une mission de service public. Voilà. Avant de vous poser la dernière question, chers panélistes, je ne vais pas finir cette émission sans lire les messages d'un téléspectateur fidèle qui nous suit tous les samedis. Il s'appelle Fonkwa Siewe Willy, alors qui envoie ces messages. Un bon parent ne devrait plus se faire surprendre par la rentrée scolaire. Tout doit être préparé à l'avance. Le véritable casse-tête vient du fait que chaque année, le gouvernement augmente le nombre de livres au programme et autres. Voilà. C'est sa contribution. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans lire son message. Alors, plus haut, nous avons évoqué un certain nombre de problèmes liés à la rentrée scolaire. Alors, comment donc les gérer au mieux? Je vais faire un tour de table. Ce sera la dernière question de ce débat. Je vais commencer par Maître Bondje. La gestion, comme on le dit toujours, même les préparations, même l'improvisation, je voudrais dire, se prépare. Dans la vie, rien ne se fait sans préparation. Même si vous êtes un sportif de haut niveau, vous les voyez toujours faire les entraînements avant d'aller sur le terrain. Et donc, il faut toujours se mettre sur le stataire quand on veut faire quelque chose de grand. C'est la préparation. Il ne faut jamais se dire qu'à la veille, je vais faire ceci, je vais faire cela, vous serez surpris. C'est d'abord la première chose. Mais la deuxième est que dans une société globale, un individu seul ne peut pas tout faire. Et il faut qu'en contrepartie des efforts individuels, que les efforts collectifs se conjuguent. Parce que nous tous avons un seul objectif. C'est que la société, au bout du compte, nous parlons aujourd'hui d'émergence, c'est que la société, au bout du compte, appartienne à tout le monde et que chacun y trouve un intérêt à vivre sainement et pleinement. Voilà. Monsieur Somo? Oui, je crois que comme nous sommes dans la logique de proposer des solutions, je vais dire de façon globale que quelles que soient les solutions que nous allons proposer, les problèmes, il y en aura toujours. C'est un processus d'amélioration continue, même s'il faudrait que l'État prenne en charge, et ça c'est une chose, il faut que l'État essaye, n'est-ce pas, de revoir, n'est-ce pas, la politique, enfin les gouvernants, ça c'est mieux dit comme ça, il faut que les gouvernements essayent de mieux cerner, de mieux poser le problème de l'éducation au Cameroun. En le posant mieux, on pourrait trouver les solutions appropriées. Je crois que le caractère de bricolage continu et constant dans la prise en compte du problème de l'éducation au Cameroun fait qu'à ce jour, les solutions vont être difficiles. Maintenant, au niveau des parents, je crois que Maître Bondje a dit à profusion ce qu'il fallait dire. Il faut que les gens apprennent à se préparer. Dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'on est
surpris par un piège lorsqu'on a été averti à l'avant que ce piège existe bel et bien. Oui, Emmanuel Ngouaba. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont brillamment dit. Première chose, il faut revaloriser l'enseignant. Parce que pour que le parent ne soit plus arnaqué à la rentrée par les enseignants, dans les établissements primaires et dans les lycées, il faut que l'enseignant soit à sa place et qu'il bénéficie de tous les avantages, de tous les moyens qui lui permettent de bien jouer son rôle. Sinon, les parents, parce que le principal acteur de la corruption dans les lycées, dans les écoles primaires, c'est l'enseignant. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Deuxième chose, il est important de créer une taxe éducation qu'on va prélever sur, comme on a dit, les produits de luxe, les grosses cylindrées, les liqueurs, etc. Et même au niveau des grandes entreprises multinationales. Et enfin, voter une loi au Parlement pour l'éducation des couches les plus démunies. Il est bon qu'au niveau du Parlement, il y ait une loi qui permette de prendre en charge l'éducation des orphelins. Voilà. Merci, chers panélistes, d'être venus ce samedi. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. On va faire un coucou au couple Tala, Jikel et Christelle, qui nous ont regardés ce samedi. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera encore de la rentrée scolaire. Emmanuel Ngouaba, j'espère que vous serez avec nous. Samedi prochain, on espère bien. On est toujours prêt. Monsieur Somo, évidemment, toujours fidèle au rendez-vous. Toujours avec plaisir. Lui, il n'a pas trop le choix, il est notre consultant. Monsieur Somo est là, je serai là. Voilà. Non, il sera là, il n'a pas le choix. À condition que Maître Bondier soit là. Maître Bondier aussi. Ah, j'en prends l'engagement, même comme je voulais passer la Donc, je vous aurai encore tous sur ce plateau. Pour l'acte 2. Voilà, pour l'acte 2. Mais ça ne sera pas, on va aborder un autre angle. Alors, passez un bon week-end, restez en compagnie des programmes de STV. Surtout, pas d'excès. À bientôt. Au revoir.